Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vietnam, ça y est, c'est maintenant certain, l'accord de paix est imminent. Nous y reviendrons dans un instant. Les millions de personnes qui ont assisté la nuit dernière au départ d'Apollo 17 ont eu bien de la chance. Un départ d'autant plus émouvant qu'il s'agissait du dernier. De plus, le suspense était de la partie, puisque le compte à rebours a été interrompu à 2 reprises. Et c'est finalement avec 2h40 de retard qu'Apollo 17 s'est arraché du sol. Il était 6h30 ce matin, heure de Paris. C'était aussi le premier départ de nuit. Jean-Pierre Chapelle a assisté pour nous au Cap Kennedy à ce grand événement. Lorsqu'à 9h52 30 heure de Floride, la grande horloge du compte à rebours s'est arrêtée, il y a eu sur le site de presse de Cap Kennedy un silence presque anormal. Un arrêt à H-30 secondes, cela ne s'était jamais vu. Les explications sont venues assez vite. Problème d'ordinateur et de pression dans un réservoir du 3e étage. Mais la tension nerveuse demeurait. Les retards successifs s'accumulaient. Enfin, avec 160 minutes de retard, c'était le lift-off, le décollage. Un spectacle fantastique. Tous ceux qui ont pu voir sur place vivre ce décollage en garderont toute leur vie le souvenir. Aucun lancement de jour n'a atteint la beauté extraordinaire de celui-ci. Visible à plus de 800 km, le sillage de flammes de la fusée Saturne V envahissait le ciel. Un éclair permanent représentant les 3/4 de la lumière du Soleil. Nous avons pu suivre pendant près de 6 minutes le départ d'Apollo 17, c'est-à-dire sur près de 1000 km. À l'œil nu, l'allumage du 2e étage était parfaitement visible alors que la fusée se trouvait à 70 km d'altitude et à plus de 180 km de nous. En ce moment, Apollo 17 vogue vers la Lune. La séparation, le rendez-vous, le départ vers la Lune se sont déroulés parfaitement. Seul problème, mais au sol celui-là, les retours de Cap Kennedy pour les terriens que nous sommes ne se sont pas déroulés sans problème. Michel Chevalet, où en est-on maintenant, 6 heures après le décollage? Eh bien, il faut dire que maintenant tout est rentré dans l'ordre dans l'espace. Actuellement, le train spatial, c'est-à-dire ce que vous voyez sur votre écran, la cabine Apollo accolée nez à nez avec le LEM, ici, qui est en bas, eh bien, ce train spatial a été placé sur ses rails en direction de la Lune. Mais ne l'oublions pas, c'est un train spatial qui a tout de même 2 heures 40 minutes de retard, pardon. Et inutile de vous dire que les techniciens de la NASA cherchent par tous les moyens, bien sûr, à combler ce retard. Et aux dernières nouvelles, ils vont essayer de donner au train spatial, à cet ensemble que vous avez vu, une trajectoire légèrement plus courte, de façon à ce que l'on retombe dans l'horaire initial. Horaire initial qui amènera les astronautes sur la Lune, à se poser sur la Lune, lundi soir, image d'ailleurs que nous vous retransmettrons. À quelle heure de Paris, lundi soir? Alors, lundi soir, je crois, oui, lundi soir à 20h55 aura lieu l'initiage. Donc tout est rentré dans l'ordre, si vous voulez. Merci, nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. Je vous le disais au début de ce journal, l'accord mettant fin à la guerre du Vietnam est imminent, c'est maintenant certain. Reste à savoir quand il sera annoncé. On disait ce matin que ce pourrait être aujourd'hui ou demain. Il reste à savoir aussi à quelle date il entrera en vigueur. On parle du 15 décembre, ce qui permettrait aux prisonniers américains détenus au Nord-Vietnam, ils sont près de 600, d'être libérés avant Noël. La réunion qui a duré hier près de 6 heures à Neuilly, entre la délégation américaine et la délégation nord-vietnamienne a donc été décisive. Messieurs Kissinger et Léducto se retrouvent cet après-midi à Gif-sur-Yvette à 15 heures. Entre-temps, Monsieur Kissinger aura déjeuné au Quai d'Orsay avec Monsieur Maurice Schuman, le ministre des Affaires étrangères, un déjeuner d'ailleurs qui a lieu en ce moment. Monsieur Schuman est revenu tout exprès de Bruxelles où il assistait depuis ce matin à une réunion de l'OTAN. Et puis, vous vous en doutez, il y avait beaucoup de journalistes ce matin avenue Kléber pour la 169e, peut-être la dernière séance des pourparlers à 4. Madame Binh, qui représente le GRP, c'est-à-dire le Viet Cong, a dit que le cessez-le-feu ne serait pas signé aujourd'hui. Et après elle, le délégué du Nord-Vietnam a été moins catégorique. Nous retrouverons tout à l'heure dans le courant de ce journal Jean-François Delassus, qui se trouve en ce moment avenue Kléber et qui attend la sortie des 4 délégations. L'ancien président des États-Unis, Harry Truman, est mourant. Harry Truman est âgé de 88 ans et le dernier bulletin de santé publié par l'hôpital de Kansas City il y a quelques heures précisait que l'ancien président américain se trouvait dans un état désespéré.
On a tenté ce matin d'assassiner la femme du président Marcos, le président des Philippines. Madame Marcos assistait à une remise de prix lorsqu'un individu s'est précipité sur elle et l'a poignardée. On ignore pour le moment la gravité des blessures que Madame Marcos a reçues. L'épouse du président philippin a été transportée en hélicoptère au palais présidentiel de Manille. Son agresseur a été tué. Et puis on a appris ce matin de sources japonaises que le président Pompidou ferait un voyage officiel au Japon au début de 1974. Aujourd'hui, le Conseil des ministres a commencé plus tôt que prévu. Il est vrai que l'ordre du jour y était à la fois particulièrement chargé et particulièrement important. Le Conseil a examiné ce matin un projet de loi d'orientation concernant les commerçants et les artisans et s'est penché sur une communication concernant la réforme du droit de licenciement. Mais le gros morceau, si l'on peut dire, de ce Conseil des ministres, c'est le plan anti-hausse mis au point par le gouvernement et dont le détail sera annoncé ce soir. D'ailleurs, le Premier ministre, M. Pierre Messmer, viendra l'exposer lui-même à la télévision au début des 2 journaux télévisés. Et puis à noter cet après-midi à l'Assemblée nationale un débat qui est en pleine actualité, on en a encore eu la preuve ces jours-ci, celui qui concerne la contraception. Poursuite aujourd'hui des mouvements de grève engagés hier dans l'enseignement supérieur et secondaire. Plusieurs syndicats sont à l'origine de ces arrêts de travail sur lesquels Dominique Lory va maintenant faire le point. Oui, une grève largement suivie hier dans l'enseignement supérieur, mot d'ordre lancé par le SNESUP et le SGEN, qui regroupent à eux deux près de 12 000 professeurs d'université. Ce matin, à l'appel du SNES, syndicat national des enseignants du second degré, et du syndicat national des professeurs d'éducation physique, qui protestent contre la dégradation du sport scolaire, un grand nombre d'enseignants de lycées et collèges cessaient à leur tour le travail. Les enseignants du second degré sont mécontents. Ils l'ont dit à monsieur le ministre Fontanet à plusieurs reprises. Ils sont là de voir que des promesses qui leur ont été faites, des engagements solennels n'ont pas été tenus. Ils sont là de voir que les discussions sur les vrais problèmes de second degré ne sont pas encore entreprises. Ils posent leurs revendications à 3 niveaux. Le niveau de la revalorisation de la fonction enseignante dans le second degré, le niveau de l'auxiliariat, où des mesures rapides et urgentes doivent être prises pour faire face à une situation dramatique qui concerne des milliers d'auxiliaires, et le niveau des conditions de travail et d'emploi. On nous accuse aussi de grève politique pour faire oublier sans doute les 7 millièmes du budget de M. Comiti, 7 millièmes du budget national, alors que nous sont refusés les moyens pour permettre une véritable éducation physique à l'école de tous les enfants. Est-ce que vous pensez que cette grève peut être comprise par le grand public? J'en suis persuadé, à condition bien entendu que le grand public en soit informé. Mais nous disons que le ministre s'est parjuré, c'est-à-dire qu'il n'a tenu aucun des engagements qu'il avait formellement souscrits au cours de la rencontre en particulier que nous avions eue avec lui le 4 septembre dernier. D'autre part, cette grève est comprise déjà par les étudiants, en raison peut-être du caractère discipliné, organisé du mouvement qui est le nôtre. Et partout, nous avons de très bons échos de l'accueil qui a été fait au mouvement que nous avons déclenché cette semaine. Il faut ajouter que certains syndicats et fédérations de parents d'élèves s'opposent au mouvement. C'est le cas du syndicat autonome, du syndicat des lycées et collèges, de la fédération autonome des parents d'élèves et de la fédération Armand. En revanche, la fédération Cornec des parents d'élèves appelle ses adhérents à soutenir les grévistes. Le ministre de l'Éducation nationale rappelle pour sa part qu'interrompre le service public de l'éducation est une chose grave, très grave, qui ne peut être justifiée que par des motifs sérieux et que les revendications avancées ne présentent pas ce caractère. Cette semaine d'action doit se terminer samedi par une manifestation de l'ensemble des syndicats, manifestation organisée par le CNAL, le Comité national d'action laïque. 1 millier de parachutistes ont été largués ce matin sur les régions de Bastia et de Ghisonaccia en Corse. Ils font partie de l'exercice interarmé d'intervention qui se poursuivra jusqu'à demain. Des milliers d'hommes de troupes, plusieurs porte-avions, des porte-hélicoptères et des escadrilles de chasseurs à réaction sont engagés dans cette opération qui se terminera par un défilé et une prise d'armes demain à Bastia et à Porto Vecchio. Après sa libération hier, Pierre Clementi a décidé de se pourvoir en cassation afin d'obtenir de la part des autorités italiennes sa réhabilitation complète. Pierre Clementi va aussi s'efforcer
d'éviter l'expulsion d'Italie, de Rome, une correspondance de notre correspondant Michel Enfron. C'est hier soir, à 20h30, que l'acteur de cinéma français a quitté la prison de Rebibbia, un moment qu'il attendait depuis longtemps. Et immédiatement, c'était la foule des amis, des journalistes, des photographes français et italiens et qui se sont précipités sur un Clémenti que nous avions déjà vu hier au moment du procès en appel, un Clémenti très différent. Et puis, arrivé place de la Liberté, chez son avocat, tout un programme, place de la Liberté après 17 mois de prison quand on est innocent. Et c'est la mère de Pierre Clémenti qui retrouve maintenant son fils. Pierre Clémenti, pendant ces 17 mois de prison, a beaucoup lu de la philosophie, de la politique, de la théologie. En moins d'une semaine, une dizaine d'entreprises du Lot et Garonne ont été incendiées. Plusieurs usines, des entrepôts et une fabrique de matériel agricole ont été sérieusement endommagées. Les enquêtes lancées par la police n'ont pas encore donné de résultats et les auteurs de ces incendies demeurent introuvables. Un reportage de notre station de Bordeaux. Agen, Nérac, Foyer, Marmande, en moins d'une semaine, le Lot-et-Garonne a connu une nouvelle série d'agressions nocturnes contre des entreprises modernes dont l'installation avait permis d'améliorer la situation de l'emploi. 3 attaques, dont les 2 dernières n'ont fait qu'atteindre les bureaux de direction et les services industriels. Mais aux entrepôts Codec d'Agen et à la compagnie industrielle néracaise, les vandales ont aussi été des incendiaires. Et il y a eu dans l'immédiat perte d'emploi pour un certain nombre de Lot-et-Garonnais. Pour que de tels faits ne se reproduisent plus, il faut régler tout d'abord le problème de la sécurité, ainsi que nous l'explique M. Boucoiran, préfet du Lot-et-Garonne. Il s'agit de protéger les établissements industriels qui pourraient être choisis comme objectifs par ces vandales. À cet égard, des mesures ont été prises dès le mois d'avril de l'année dernière, lorsqu'ont eu lieu les attentats dont vous venez de parler. Elles ont été maintenues depuis cette date et renforcées depuis la récente vague d'attentats. Nous avons demandé à la population de considérer que seul un hasard heureux pourrait permettre, au cours d'une patrouille nocturne par exemple, de distinguer un paisible promeneur d'un individu animé de mauvaises intentions. Il ne s'agit pas d'inviter tout le monde à la délation, il s'agit de demander à la population de participer à une œuvre de sauvegarde. Cette nuit encore, 2 hommes ont essayé de pénétrer dans une entreprise à Agen. Le fils du propriétaire a tiré plusieurs coups de feu sans atteindre les 2 hommes qui ont disparu. Je crois que la conférence sur le Vietnam vient de se terminer et que les délégations sont en train de sortir. Nous allons tout de suite le savoir. J'appelle sur place Jean-François Delassus. Jean-François ? Oui, bien écoutez, la paix, ici le mot est sur toutes les lèvres. Cette séance des négociations sur le Vietnam est peut-être la dernière séance en temps de guerre. Cela dit, à la sortie de cette séance, les chefs de délégation se sont échangés les accusations habituelles, mais on ne s'attendait pas à ce qu'un accord de paix soit annoncé à la sortie de cette séance. Ce n'est pas ici que les choses vraiment importantes se passent. La preuve, c'est que les délégations étaient dirigées par les adjoints des chefs de délégation, sauf en ce qui concerne Mme Bin, du Front National du gouvernement provisoire, qui, elle, était présente et qui a démenti qu'un cessez-le-feu soit signé aujourd'hui. Les choses vraiment importantes se passent cet après-midi entre Américains et Nord-Vietnamiens seuls, entre M. Kissinger et M. Leducto. Mais dans les allocutions qui étaient prononcées ce matin dans cette séance, y a-t-il des éléments qui permettent de dire que tous les obstacles sont levés avant un accord de paix? À cette question, je peux répondre oui. En effet, Saigon s'opposait à un accord de paix tant que les troupes nord-vietnamiennes restaient présentes sur le Vietnam. Or, ce matin, le représentant du Sud-Vietnam a dit que le retrait des troupes du territoire sud-vietnamien s'impose comme une conséquence du cessez-le-feu. Il dit aussi que la restauration de la zone démilitarisée deviendra nécessaire après la cessation des hostilités. Donc le Sud-Vietnam ne s'oppose plus à un accord pour un cessez-le-feu. Cela veut dire que la paix est possible et qu'un accord est effectivement imminent. Mais, il y a un mais, cela ne veut pas dire forcément qu'après 25 ans de guerre, le sang va cesser de couler au Sud-Vietnam. Car il y a une différence entre accord de paix, entre cessez-le-feu et application de ce cessez-le-feu. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est que la paix entre le Nord-Vietnam et les États-Unis est possible, elle est très proche, c'est peut-être une question d'heure ou une question de quelques jours, mais il faut être beaucoup plus prudent en ce qui concerne l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu réel entre Saigon et les communistes sur le territoire sud-vietnamien. À vous, Claude Brevelli.
Le sport aujourd'hui, c'est principalement du ski et du basket. En Coupe d'Europe de basketball, Villeurbanne sera opposé cet après-midi à l'équipe de Prague, un match qui sera d'ailleurs retransmis en direct depuis Prague sur cette première chaîne à partir de 15 h. Et puis la Coupe du monde de ski a débuté ce matin à Val d'Isère. Après ses malheurs aux Jeux de Sapporo, le ski français va essayer de prouver qu'il peut faire mieux. Cela dit, dans la première épreuve qui s'est disputée ce matin, c'est une Autrichienne, Anne-Marie Pröll, qui est arrivée la première. Oui, Anne-Marie Pröll l'a emporté. On peut dire que les Autrichiennes ont réalisé un véritable festival dans la descente de Val d'Isère ce matin. 7 Autrichiennes dans les 10 premières. Anne-Marie Pröll avait été dominée, on s'en souvient, de quelques centièmes de seconde par Marie-Thérèse Nadig à Sapporo. C'était une surprise, mais l'Autrichienne est bien la meilleure spécialiste de descente depuis 2 ans. Regardez-la. Elle réalise ici, à près de 90 km/h, 1 minute 27 secondes 94 centièmes. Mais pour nous Français, cette première descente de Coupe du Monde a été aussi marquée par le grand retour de Jacqueline Rouvier ici en piste. Elle avait été victime d'une fracture en janvier dernier à Maribor et écartée des Jeux de Sapporo. Jacqueline Rouvier, la skieuse de Bellecombe, a fait une rentrée plutôt brillante. Elle s'est classée 2e à 35 centièmes seulement de Pröll, devant une révélation autrichienne, Luca Serre. Isabelle Mir est 7e. Des images qui donnent envie d'aller au sport d'hiver. L'école des sciences politiques a 100 ans. C'est un événement qui sera aujourd'hui le thème de notre partie magazine. Un magazine qui comprend quelques témoignages d'anciens élèves que vous allez reconnaître et qui montre aussi l'évolution de l'école sciences politiques. Contrairement à ce qu'on imagine de prime abord, escrime et politique ne font qu'un. Qui osera prétendre en effet que touche et escarmouche n'appartiennent pas au vocabulaire à fleur et moucheté de la politique. Ces jeunes gens sont de Sciences Po, aujourd'hui Institut d'études politiques, né voici tout juste 100 ans. Un ancien parmi nous, Claude Mossé, parle de son école. Un fantôme et un escalier de marbre, les 2 derniers vestiges du lointain passé de cette grande maison. Col dur, par-dessus noir, chapeau à bord roulé, parapluie, c'était un peu l'uniforme de ceux qui avaient naguère choisi le service de l'État. L'école fut fondée en 1872 par Émile Boutmy. Ils étaient 300. Ils sont aujourd'hui 4000 à avoir choisi l'étude de ce qu'on appelle la science politique. Science politique. Qu'entend-on peut-être par science politique? Il faut donner une définition de cette école, qu'on connaît mal. Le terme de sciences politiques, n'est-ce pas, vient du fondateur des sciences politiques, Émile Boutmy, dont nous fêtons le centenaire aujourd'hui, non pas de lui, mais de la fondation de cette école par Émile Boutmy. Le mot politique à l'époque, 72, englobait à la fois le terme de politique économique et administrative. Son idée a été très précisément de fournir des cadres d'essence libérale à la France. Le mot libéral avait à l'époque un sens révolutionnaire. Ceci résultait des réflexions de Renan sur la réforme intellectuelle après l'échec de 70, des réflexions de Boutmy lui-même qui curieusement était professeur dans une école spéciale d'architecture. Et finalement il a réussi son propos à l'aide d'un certain nombre de bons esprits, singulièrement d'origine protestante et honorablement placés dans les affaires, de créer cette école qui a conservé des caractéristiques d'ensemble largement semblables. Ça ne veut pas dire que les idées n'ont pas évolué et que l'école n'a pas su s'adapter, mais le fait que cette école donne à la nation une partie de ses cadres dirigeants reste profondément vrai. Avez-vous le sentiment que par-delà l'école, nous soyons tout de même une très grande famille, quelle que soit la génération à laquelle on est appartenu dans cette maison? Vous avez raison, il y a une fraternité profonde. Quelles que soient les différences d'opinion politique, quelles que soient les libertés que chacun se donne dans son existence, entre les gens qui ont fait partie de cette maison. Et le mot libéral qu'employait Boutmy retrouve là tout son sens le plus profond. La liberté de choix dans les opinions comme dans les carrières. Une vieille boutade de l'école, Sciences Po mène à tout, à condition bien sûr d'en sortir. On y va de partout, de l'étranger et de France. Les exemples abondent. Et nous avons choisi celui d'un ancien de Sciences Po devenu à Nice chef d'un chantier de travaux publics.
Et je crois que le propre de cette école, c'est de donner une ouverture sur le monde. Et cette ouverture, vous voyez, aboutit sur un chantier et m'a peut-être permis, par cette formation littéraire et juridique, de cohabiter très facilement avec un ensemble de cadres qui sont tous, eux, des scientifiques, des ingénieurs. Le caractère quasi familial qu'avait à cette époque encore Sciences Politiques vous a-t-il servi dans vos rapports avec vos ouvriers? Eh bien, je me trouve dans une entreprise qui, elle, est vraiment familiale, puisque fondée par mon grand-père, conduite par mon père, et maintenant je m'y trouve avec mon frère, qui lui aussi est un ancien de Sciences Po. Ce caractère familial, ce caractère d'ouverture, se trouve aussi dans les relations avec le personnel, et Sciences Po nous avait donné cette habitude de contact, puisque à l'époque, c'était la seule école qui pratiquait les petites conférences d'une vingtaine d'élèves, et les contacts étaient de ce fait très facilités avec le maître de conférence et avec les autres élèves. Monsieur Lech, pouvez-vous nous parler du rôle du plan dans la vie économique française? Dans le choc du futur, Alvin Toffler écrit que l'ère où nous vivons se caractérise par un degré croissant d'éphémère, de nouveauté et de diversité. Il peut dès lors paraître vain de vouloir à tout prix planifier l'économie. De génération en génération, dans ce domaine, les choses n'ont pas changé. Parce que s'ils assistent, les 4000 élèves, chaque semaine à des cours aussi variés que la géographie et l'histoire de la presse, ils se retrouvent 2 fois en petits groupes de travail, véritables tribunes où on s'affronte volontiers et où les professeurs sont d'ailleurs à peine plus âgés que les élèves. Voilà, votre exposé contient beaucoup de choses, mais il en contient peut-être même trop. C'est-à-dire que les éléments que vous avez donnés sont insuffisamment regroupés. Vous avez fait allusion à beaucoup de facteurs, à beaucoup d'évolutions, mais vous les avez insuffisamment centrés par rapport à un certain nombre d'idées directrices. Vous avez parlé par exemple de la notion de marché, en articulant la notion de marché par rapport à celle de plan, mais vous n'avez pas suffisamment marqué les rapports nécessaires entre l'un et l'autre. L'exposé du professeur, l'exposé des élèves seront souvent suivis d'une discussion, disons-le, plus qu'animée. À l'égard du marché. Je suis heureux, mes amis, de me retrouver parmi vous, si j'ose dire, suivant la formule consacrée. Je pourrais même dire mes enfants. Remarquez, j'étais ici, non pas à la fondation de l'école il y a 100 ans, mais il y a quelques lustres malgré tout. Et je suis heureux de constater, n'en abusez pas, je vais vous faire un compliment, que les relations entre les élèves ont l'air bien meilleures que de mon temps. D'abord, il y a une liberté vestimentaire. De notre temps, on passait des examens en jaquette, s'il vous plaît. Et je venais de banlieue, par le train des ouvriers le matin, avec mon imperméable, ma jaquette par-dessous et mon tube dissimulé comme je le pouvais. Ce qui était charmant. Je dois dire qu'il y a non seulement une aisance vestimentaire, mais une aisance de rapport. Vous me paraissez beaucoup plus authentique que nous ne l'étions. Chez nous, c'était un certain snobisme, hein, et on allait prendre des toasts chez Poire et Blanche. Je dis non parce que la maison a disparu. Ce maître de conférence quelque peu insolite, je ne voulais pas présenter, mais peut-être l'avez-vous reconnu, homme de radio, de télévision, chansonnier, Francis Claude, ancien inspecteur des finances, sorti de l'école, promotion 1926. Il y a longtemps, j'ai connu le directeur de l'école qui s'appelait M. Dechtal, et nous avions le plaisir une fois par an de lui serrer la main. Il était dans un fauteuil à roulettes avec un plaid écossais comme ça, et il nous faisait « Bravo mon petit, bravo mon petit ». Il avait une barbe vénérable de patriarche, et il y avait tas de professeurs très illustres. Il y avait M. Queneau, il y avait M. Siegfried, le conférencier mondain, dont j'ai pris la place pour un instant, avec un salut. M. Colson, qui parlait toujours du sieur l'endommagé. Et il y avait même Raphaël Georges Lévy qui avait été le professeur de Caillot. C'est vous dire qu'il ne professait pas des idées extrêmement nouvelles. Seul changement véritablement important depuis 25 ans, le directeur, toujours le même, M. Chapsal, a remplacé son antique bicyclette par un vélo moteur. Les élèves, eux, arrivent aujourd'hui souvent en voiture, et le pull vert pour les garçons et le pantalon pour ces dames ont remplacé le col dur et le chapeau idem. En 1972, la banquette du hall ne sert plus de frontière entre les fils d'ambassadeurs et de paysans. Il y avait, en ce temps-là, une distinction très apparente entre les deux types de recrutements sociaux.
Elle était très apparente parce que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, l'uniformité vestimentaire avait été longtemps la règle, alors qu'aujourd'hui nous vivons sous le règne de la diversité vestimentaire, et il est bien évident que ceux qui arrivaient ainsi tranchaient d'une façon très apparente, par le vêtement même, sur une certaine tradition. Je me souviens de m'être trouvé dans la première conférence de méthode avec des garçons qui portaient, fort bien d'ailleurs, le col dur. Et moi, j'avais une veste qui, pour ne rien vous cacher, avait été taillée dans la pèlerine avec laquelle mon grand-père, facteur des PTT, distribuait le courrier dans les tempêtes de neige de la Haute-Ardèche, du plateau ardéchois. Je ne sais si vous connaissez le plateau ardéchois, mais il fallait une robuste pèlerine de laine, et dans cette robuste pèlerine de laine, on m'avait taillé une veste. Bien entendu, il y avait contraste. Monsieur le préfet ne s'est-il pas depuis pris à son propre jeu? La question reste posée. Ces élèves studieux et anonymes dans la bibliothèque 1972 deviendront-ils aussi célèbres que ces visages d'anciens que vous connaissez bien? 9 chefs de gouvernement de la 4e à la 5e République. Êtes-vous sûr que nous soyons plus nombreux que les anciens élèves, justement, de l'école normale supérieure ou de l'enseignement supérieur de lettres ou d'histoire? Je ne le sais pas, mais il est tout à fait naturel que la formation juridique, assortie d'un certain approfondissement historique, prépare à la responsabilité dans l'État. Je le répète aussi, c'était les sciences politiques à l'époque la voie de passage vers ce qu'on appelait les grands concours, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'École nationale d'administration, c'est-à-dire vers le Conseil d'État, l'inspection des finances, les affaires étrangères, la Cour des comptes. Et naturellement, comme aujourd'hui, ces grands corps fournissaient des éléments qui étaient rapidement distingués par les hommes politiques et qui devenaient à leur tour des hommes politiques. Voilà, je crois, le processus. Pour moi, j'appartiens à une famille qui ne m'avait pas spécialement destiné à cela. Je crois l'avoir fait un petit peu par hasard. Je ne m'en plains pas et je garde de bons souvenirs sans qu'il m'ait beaucoup marqué de ce temps-là. Mai 68 passa bien sûr aussi sur Sciences Po. On y palabra beaucoup, inutile de le dire. Le hall Boutmy devient pour un temps hall Che Guevara. On y palabre et on s'y bat sous toutes les bannières pour y enterrer un passé qui revivra tout de même. Un passé suffisamment efficace en matière d'enseignement, puisque pour M. Couve de Murville, ancien lui aussi, on cultivera encore longtemps rue Saint-Guillaume l'art de la chose politique. Oui, je crois que je peux le dire, parce que dans cette maison, et c'est un peu encore aux méthodes que je me réfère, on enseignait les choses naturellement, et on les enseignait bien, mais on enseignait aussi comment les utiliser, c'est-à-dire qu'on apprenait aux élèves à la fois à écrire et à s'exprimer. Et cela n'est pas tellement fréquent, aujourd'hui, mais ça ne l'était déjà pas tellement autrefois. Et je pense que c'est un des bénéfices les plus considérables que l'on peut retirer de cet enseignement, que celui que je vous dis, c'est-à-dire que celui qu'un élève qui est sorti de cette institution sait en quelque sorte mettre en valeur ce qu'il sait. Il sait l'expliquer aux autres, soit par écrit, soit par les paroles. Sciences Po, une centenaire qui a encore bien des charmes à offrir aux jeunes gens désireux de cultiver aujourd'hui à la fois la science, la politique et l'État.
Je voudrais nous excuser de ce petit contretemps. Je voudrais vous donner deux nouvelles qui viennent de me parvenir, qui me sont parvenues pendant que ce magazine était sur l'antenne. Les membres du Conseil national du crédit vont se retrouver à 14h30 à la Banque de France. Et puis, un arrêté publié ce matin par le journal officiel autorise la Caisse nationale du crédit agricole à majorer les taux de certains prêts du crédit agricole, de nouvelles sur lesquelles nous reviendrons dans notre journal de 19h45. Il est temps maintenant de rejoindre à la Bourse de Paris Gérard Vidalange. Gérard Vidalange? Oui, Claude Brovelli. Oui, les rumeurs de paix au Vietnam, le cessez-le-feu imminent, est-ce que cela a une certaine répercussion sur les bourses, en tout cas sur la bourse de New York? Sur la bourse de New York, très certainement. Ça sera accueilli évidemment par un très grand soulagement. Le dégagement militaire des États-Unis va entraîner des économies budgétaires. Et surtout, je pense que 73 va être la grande année des rapports commerciaux qui vont être améliorés entre, d'une part, les États-Unis et l'Europe, et également entre les États-Unis et l'URSS et la Chine. En ce qui concerne la France, vous savez que nous avons tout de même des intérêts encore assez considérables au Vietnam et au Cambodge, des plantations de caoutchouc, des affaires de brasserie, et également des banques, puisque la Banque de l'Indochine est encore l'une des grandes affaires qui a de fortes implantations dans tout le sud-est asiatique. Une nouvelle importante à la Bourse de Paris, c'est le rapprochement, maintenant c'est officiel, entre BSN et Gervais Danone. Conséquence de ce rapprochement, les deux titres n'ont pas été cotés ce matin et on attend pour demain des précisions sur ce rapprochement. Vous savez que BSN, il y a quelques années, avait fait une offre publique d'achat fracassante sur Saint-Gobain. On ne sait pas si BSN fera une EPA, une offre publique d'achat sur Gervais Danone, mais on connaîtra les modalités de ce rapprochement en fin de matinée. Donc je pense que demain, les cotations des deux titres pourront reprendre. Les valeurs françaises continuent de se ressaisir et il y a des hausses assez spectaculaires ce matin, encore sur Michelin, qui, vous le savez, sur le marché américain, va réaliser une importante percée, mais aussi sur les affaires de téléphone et sur les valeurs de construction électrique, comme par exemple Thomson ou la compagnie générale d'électricité qui gagne quelques fractions ce matin. Voici le cours de Michelin, 1757 et même 59, et la Thomson est à 159. Toujours dans l'alimentation, la Générale Occidentale va également prendre le contrôle d'une affaire américaine. C'est une affaire d'aliments pour bébés, donc encore une marque d'expansion pour ce groupe de la Générale Occidentale. Et enfin, en ce qui concerne les comptoirs modernes, la société ce matin annonce la répartition d'une action gratuite pour 4. Les actions nouvelles auront droit au coupon de l'exercice de l'année 1973. À l'instant, vous parlez des mesures qui seront prises pour le crédit. Eh bien, il semble bien, il y a maintenant en tous les cas deux faits précis. Il y aura premièrement un emprunt d'État qui pourrait se placer vers le 15 janvier, dont le montant, dit-on, serait de 5 milliards, et certainement un tour de vis encore pour freiner le développement du crédit, d'où la réunion du Conseil national du crédit au début de cet après-midi. Des baisses, bien sûr, parce que le marché n'est pas à sens unique, il y a toujours quelques allègements. Vous voyez que la Générale des Eaux a perdu 5 francs ce matin. BIC a retrouvé le cours de 1000 francs, donc depuis son introduction, le titre s'acclimate fort bien sur le marché. Un marché qui, hier, a été particulièrement actif, puisque tout de même on a fait un chiffre d'affaires de 280 millions, 28 milliards sur une seule séance. Depuis le début de la semaine, on peut dire qu'il y a 1 milliard de transactions qui ont été réalisées sur les valeurs françaises et étrangères. À vous, Claude Brovelli. Merci, notre édition de 13h est terminée. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon après-midi.